Naeku, 27 ans, vit dans un kraal Maasai situé dans les collines du Ngorongoro. Elle est réputée dans sa tribu pour sa beauté, sa sagesse et son indépendance. Fille d'un Lébon, chef spirituel, elle connaît les plantes médicinales, la langue des ancêtres, mais elle rejette le mariage arrangé qui l'attend. Dans ce monde, l'amour est secondaire à l'honneur. Un message en soie et or a sous la soie. Le message repose sur une étoffe de soie ivoire brodée d'or. Il sent le bois de oud et l'ambre. Naeku l'observe sans le toucher, comme si le parchemin allait prendre feu dans ses mains. Ses frères, assis en demi-cercle sous l'arbre sacré, échangent des regards nerveux. Le plus jeune murmure « Les Blancs veulent faire de toi une statue ». Mais ce n'est pas un Blanc qui a signé l'invitation. Le sceau de la maison Obiri porte un symbole ancien, l'œil d'Ankai, tatoué dans la mémoire spirituelle des Maasai. Et le nom en bas du parchemin résonne dans son ventre. Zuberi Obiri. Un nom à la fois familier et lointain. Le fils de l'exilé. Ce n'est pas juste une invitation. C'est un défi lancé à la montagne du silence. Cette nuit-là, Naeku veille seule, enveloppée dans sa shuka rouge. Le feu danse, mais son cœur bouillonne. L'offre est une insulte aux anciens et une promesse de renaissance. Comment quitter son kraal? Comment exposer son âme à des caméras, à des podiums, à un monde qui ne connaît pas le sens du mot « Ezirit », cette force de vie qui guide chaque guerrier, chaque femme, chaque bête du peuple rouge. Mais il y a aussi cette chose que même les prières ne dissipent pas, la fin du monde. Une envie sourde, ancienne de montrer que la tradition peut briller sans se trahir. À l'aube, Naeku s'approche du promontoire rocheux qui surplombe la savane. Elle ouvre le message une dernière fois. Nous n'avons pas besoin de vous changer, Naeku. Nous avons besoin que vous soyez vous, dans la lumière que vous méritez. Elle ferme les yeux. Le vent soulève ses tresses perlées. Le silence du matin semble contenir tous les tambours de son peuple. Une larme roule, non de peur, mais d'acceptation. Elle regarde l'hélicoptère qui l'attend au loin, comme un faucon d'acier au repos. Naeku dit « J'irai. Mais je ne me vendrai pas. Je vais apprendre leur langue pour leur parler de nous. » Et à ce moment précis, le voyage commence vraiment. La nuit était tombée sur le kraal comme une couverture de velours. Seule dans la hutte de feuillage, Naeku veillait, la mâchoire tendue, les pensées nouées comme les perles autour de son cou. Le refus qu'elle avait prononcé en plein jour résonnait encore en elle, mais pas avec la fermeté qu'elle espérait. Je ne suis pas un mannequin. Et pourtant, pourquoi ce simple mot « mannequin » la hantait-il autant? Pourquoi semblait-il lourd de possibilités, de ruptures, de naissances? Le feu au centre de la hutte palpitait comme un cœur. La fumée montait en volute. Ses paupières se firent lourdes. Et dans cette demi-conscience, quelque chose changea. Le silence prit une autre texture, plus profonde, plus vivante. Une silhouette s'éleva dans la fumée. Elle était grande, courbée par l'âge, mais ses yeux brûlaient d'une lumière d'étoiles. Sa peau était ridée comme l'écorce d'un acacia, et sur son front brillait un cercle de cendres. Naeku savait immédiatement l'esprit d'une ancêtre. « Tu marches comme moi, petite fille. Trop droite pour plaire. Trop libre pour rester. » Naeku tressaillit. « Ce n'est pas ma place, grand-mère. Ils veulent me faire marcher sur une scène, me prendre en photo, me transformer. » L'ancêtre sourit, un sourire grave et tendre. « Naeku, la tradition n'est pas une cage, c'est une étoffe. Et comme toute étoffe, elle doit être tissée et retissée, sinon elle se déchire. » Elle leva une main et une étoffe invisible s'étendit entre elles, rouge, or, bleu ciel, tissée de souvenirs, de danses, de mots anciens. Au centre, un fil nouveau, argenté, inconnu, mais vibrant. « Tu es ce fil, Naeku. Va. Ne te déguise pas pour eux. Habille-les de ce que tu es. » Naeku se réveilla en sursaut. Le feu était éteint, mais la chaleur restait, et autour de son cou, elle trouva un collier qu'elle ne portait pas avant. Un rang de perles bleues, comme l'eau, comme l'avenir. Ce matin-là, Naeku se leva. Son regard n'était plus en guerre. Il était en feu. Et ce feu-là n'était pas fait pour rester dans une hutte. Le lendemain de son rêve, Naeku gravit la colline de l'Est, là où les anciens vont méditer. L'air du matin est frais, chargé de poussière rouge et d'encens oublié. Au sommet, sous un figuier géant, l'attend Olamayani, sa grand-mère. Elle est assise sur une peau de vache tendue, vêtue de bleu profond, sa couleur de sagesse. Le silence entre elles est dense, comme un tissu tissé par les ancêtres eux-mêmes. Naeku s'agenouille.
Mais Olamayani ne la regarde pas encore. Elle pile lentement des racines de l'oiseau, l'herbe de clarté, utilisée pour purifier les doutes. Finalement, sans détourner les yeux de son mortier, elle murmure « Alors, l'appel est venu !» Naeku hoche la tête. Je ne sais pas si c'est un piège ou une porte. La vieille femme laisse échapper un petit rire, rauque comme une hyène qui comprend trop bien les hommes. Chaque piège est une porte pour celle qui regarde au-delà du cadre. Elle se lève. Ses mains ridées fouillent dans une calebasse tressée d'argent. Elle en sort un collier fait de perles rouges et noires, vieille, patinée par les générations, et au centre, un unique pendentif d'os blanc poli. Elle l'approche du cou de Naeku. Ce collier appartenait à Naisula, l'archère, ma mère, elle qui a marché sur les terres des colons sans jamais baisser les yeux. Rouge pour la force, noir pour la mémoire, blanc pour le choix. Naeku tremble légèrement lorsqu'il touche sa peau. Un courant invisible semble relier sa gorge à la terre sous ses pieds. Va, Naeku, montre-leur ce que c'est qu'aimer sans se soumettre. Montre-leur comment on brille sans se vendre. S'ils veulent des diamants, donne-leur des volcans. Naeku laisse couler ses larmes. Mais ce ne sont pas des larmes de peur. Et si je me perds? Olamayani sourit, doucement. Alors suis le collier. Il te ramènera ici. Pas à ce lieu, non. À toi. Le soleil s'élève derrière elle, dorant les perles autour de son cou comme si elles étaient des braises vivantes. Naeku comprend alors, ce n'est pas seulement elle qui part, c'est un millénaire de femmes qui avancent avec elle. Le sol sacré de sa terre semblait encore tiède sous ses pieds lorsqu'elle le quitta. Naeku, drapée dans une chouka d'un rouge ancien, ornée du collier d'Olamayani, gravit la nacelle d'une montgolfière ivoire et or, aussi silencieuse qu'un fauve au repos. Le ciel la porta. Elle survola les plaines, les zèbres et les buffles, les forêts acacias, les souvenirs tressés dans chaque pierre. L'Afrique s'étendait sous elle, immense et silencieuse, comme un poème que personne n'ose lire à voix haute. La montgolfière atterrit près de la côte. Là l'attendait un yacht dont la coque noire brillait comme une obsidienne sacrée. Son nom en lettres dorées, Enkaizeko. Naeku monta à bord sans un mot. Le capitaine, un vieil homme au visage sculpté par le sel et les tempêtes, inclina la tête devant elle. Il comprenait. Elle n'était pas une passagère. Elle était un feu en marche. Pendant 3 jours et 2 nuits, elle vécut sur la mer. Loin des chants du bétail, elle découvrit le chant des vagues, des coquillages, du vent qui murmure à travers les voiles comme les ancêtres à travers les flammes. Elle rêva d'ombres élégantes, de tissus flottants, d'yeux dorés. Le 3e soir, l'horizon s'ouvrit. Zanzibar. Et au cœur de l'île, surplombant l'océan, une bâtisse blanche comme un mirage. L'hôtel Obiri. Un ancien palais reconverti où les piliers de marbre côtoient les tapis rouges, les sculptures africaines et les murs ornés de fresques célestes. Naeku y entra pieds nus. Elle refusa les talons tendus par une hôtesse en tailleur ivoire. Elle avança comme on entre dans un temple. Et c'est là, au centre du hall, que Zuberi apparut. Il était vêtu d'une tunique de lin noir, drapée comme celle d'un roi oublié. Sa peau cuivrée, ses yeux couleur de thé au miel. Il ne lui serra pas la main. Il s'inclina légèrement, comme un prince face à une prophétesse. « Naeku, le vent m'a parlé de toi. Il disait que tu étais plus ancienne que la mode, plus fière que l'or. » Elle le fixa sans sourire. « Et toi, tu parles toujours comme si tu écrivais des chansons pour les pierres ?» Zuberi sourit, lentement. Il connaissait les masques des femmes de feu. Non, seulement quand elles pourraient m'incendier. Et dans ce premier échange, plus dangereux qu'un baiser, le seuil fut franchi. Naeku n'était plus de passage. Elle était entrée dans le royaume du luxe. Mais elle n'y venait pas en servante, elle y venait en flamme. À l'intérieur de l'hôtel Obiri, le temps semblait tissé dans des fils d'or. Tout y brillait, les lustres en cristal, les murs marbrés, les robes effleurant le sol comme des vagues, les verres de champagne où se reflétaient 1000 ambitions. Mais Naeku avançait comme une flamme calme au milieu d'un bal de miroirs. Dès le premier jour, les regards se tournèrent vers elle. Certains, fascinés, d'autres, acérés. Et parmi ces derniers, un regard d'acier froid. Céleste Marneau, mannequin star venue de Paris, muse attitrée de la maison Obiri. Elle portait le luxe comme une armure et souriait comme on dégainait une lame. Charmant, ce look tribal. C'est tendance cette saison, lança-t-elle, un rire nacré au bord des lèvres.
Naeku ne répondit pas. Elle savait reconnaître un serpent lorsqu'il changeait de peau. Mais toutes les présences ne brûlaient pas. Il y avait Awa, styliste sénégalaise aux cheveux bleus et aux idées brûlantes. Elle créait des robes comme on sculpte des rêves. Tu es une révolution, Naeku, pas une tendance. Ils ne le savent pas encore, mais tu vas leur apprendre. Awa devint une alliée naturelle. Ensemble, elles esquissèrent une silhouette qui fusionnait les codes Maasai avec les lignes d'avant-garde. Une robe drapée comme une chouka, mais taillée dans de la soie ivoire vivante, ornée de motifs traditionnels brodés en fil d'or. Mais la montée vers la lumière attira les ombres. Un soir, lors d'une répétition générale, Naeku enfila une pièce conçue spécialement pour elle. Et soudain, le tissu se déchira sur sa hanche. Un sabotage. Céleste souriait dans l'ombre, les ongles parfaitement laqués. Elle ne supportait pas que l'attention glisse vers cet inconnu qui marchait pieds nus, mais volait chaque regard. Zuberi arriva sur scène, le regard sombre. Qui a touché à cette robe? Mais personne ne parla. Pas encore. Naeku, digne malgré l'humiliation, couvrit sa jambe nue avec grâce, puis déclara « On m'a dit que dans la mode, l'imperfection peut devenir tendance. Alors je vais marcher ainsi, et ils apprendront à aimer ce qu'ils ne peuvent plus cacher. » Et elle défila, fière. Une déesse blessée mais debout. Dans les coulisses, Zuberi la regarda, bouche close, cœur brûlant. Il savait maintenant que l'attirance qu'il ressentait n'était pas un caprice. C'était une fatalité ancienne, celle qui pousse l'homme du feu à suivre la femme du vent. Mais il y avait un pacte, une promesse, un serment qui l'interdisait d'aimer une muse. Et Naeku, plus qu'une muse, devenait déjà son sort. Le gala de l'équinoxe battait son plein. Sous une voûte de lumière dorée, les murs de l'hôtel Obiri vibraient d'applaudissements. Chaque invité, paré de soie, de bijoux et de prétentions, était suspendu au passage de Naeku. La robe qu'elle portait, une création fusionnant le tissage ancestral Maasai et la coupe impériale occidentale, semblait ne pas toucher le sol. Rouge profond comme le sang, brodée d'or solaire, elle faisait d'elle un mythe vivant. Zuberi l'attendait au bout du podium, droit comme un chêne, le regard rivé à elle. Elle le sentit plus qu'elle ne le vit. Chaque pas vers lui était un pas vers une promesse qu'aucun d'eux n'avait encore osé formuler. Quand elle atteignit le bout de la scène, un tonnerre d'applaudissements éclata. Des flashs crépitèrent. Le monde s'inclinait. Puis l'écran principal s'illumina. Une vidéo. Floue d'abord, puis nette. Naeku. Elle riait. Des mots en swahili hors contexte flottaient à l'écran. On l'entendait dire « Ce ne sont que des colliers de chèvre. On les met parce qu'on nous le dit. » Des rires de studio ajoutés. Un zoom sur son visage, figé dans un rictus. Puis un cut sec. Le silence tomba comme une tombe. Des murmures. Des visages outrés. Des journalistes activant déjà leurs caméras. Naeku trahit son peuple. Moquerie Maasai. Authenticité ou imposture. Elle resta pétrifiée. Le sol bascula sous elle. Le monde entier semblait avoir avalé une version fausse d'elle. Une version que quelqu'un, Céleste, avait forgée de ses griffes empoisonnées. Sans un mot, elle descendit de scène. Les flashs, maintenant violents, la suivaient comme des éclairs. Zuberi tenta de la rejoindre, mais elle le repoussa d'un regard. Dans sa fuite, elle traversa le jardin suspendu, les couloirs en marbre, les coupes de champagne renversées. Elle jeta ses talons. Reprit le sol pieds nus, elle courut jusqu'aux ruines. Un ancien temple swahili à quelques pas de l'hôtel, englouti par les bougainvilliers. Là, elle tomba à genoux, épuisée. La robe souillée, les perles brisées, le collier de la Mayani brillait encore. Les larmes vinrent, mais pas de douleur. De déception. Je suis venu avec feu et vérité, et ils m'ont refait en mensonge. Le vent se leva, et avec lui une voix. Non, ils ont essayé, mais tu n'as pas encore brûlé. Elle se retourna, Zuberi. Debout, silencieux. Un regard où luttaient le devoir et le désir. Et dans cette ruine sous les étoiles, commença la vraie épreuve. Naeku était assise sur une dalle fendue, les genoux repliés, la tête haute malgré le tremblement de ses mains. Zuberi s'avança lentement. Le bruit de ses pas nus sur les feuilles sèches était le seul son dans la nuit. Il s'accroupit à quelques pas d'elle. Ce qu'ils ont vu ce soir n'était pas toi. C'était suffisant pour les convaincre, répondit-elle sans le regarder. Et toi, tu étais prêt à me défendre ou tu doutais aussi? Zuberi resta en silence, puis d'une voix rauque,
J'ai grandi en me demandant qui j'étais. Mon père était Maasai. Mais il a été banni pour avoir aimé une femme arabe de Zanzibar. Moi, je suis né entre deux mondes, toujours trop d'un côté pour être accepté de l'autre. Il marqua une pause, puis murmura « Mon peuple m'a rejeté. Le tien m'a oublié. Et le luxe n'est qu'un masque cousu sur mes cicatrices. » Naeku leva enfin les yeux vers lui. Elle vit cette faille dans son regard, un abîme de douleur contenue, élégante, presque belle. Alors pourquoi m'avoir choisi? Pourquoi m'avoir amené ici? Il s'approcha encore jusqu'à ce que leurs genoux se frôlent. Parce que j'ai vu en toi ce que je n'ai jamais pu être. Entière, fière, indomptable. Tu es l'écho de ce que j'ai perdu. Et la preuve que l'on peut encore tout reprendre. Il tendit une main tremblante. Je t'aime, Naeku, depuis le premier instant. Mais mon amour te condamne. Si je t'aime ouvertement, ils diront que tu es là pour moi, pas pour ton peuple. Si je te cache, je mens à l'univers. Naeku sentit quelque chose se fendre doucement en elle. Une barrière, une peur. Alors choisis. Le silence ou le feu? Zuberi baissa les yeux puis répondit « Je choisis le feu, même s'il me consume. » Et leurs lèvres se trouvèrent là, dans les ruines d'un temple oublié, entourés des fantômes de leurs ancêtres. Un baiser sans promesse, mais avec vérité. Et quand ils se séparèrent, le vent souffla à travers les colonnes. Comme une bénédiction. Comme un avertissement. 2 jours s'étaient écoulés depuis la nuit des ruines. Le monde bruissait. Les réseaux sociaux, les chaînes de mode, les médias généralistes, tous spéculaient. Qui était vraiment Naeku? Une imposture? Une prophétesse? Une modeuse sauvage? Une rebelle manipulée? Mais Naeku ne répondit à aucun appel. Elle préparait sa vérité. Dans le silence d'une chambre blanche, entourée d'Awa et de 2 couturières Maasai envoyées par sa famille depuis la vallée, elle recréa sa robe. Non plus une pièce d'art. Une déclaration. Du rouge pour la colère. Du noir pour la mémoire. Et un voile d'eau blanc, transparent, pour la vérité. Le soir du défilé de clôture de la semaine Obiri, la salle débordait. On avait annoncé en secret son retour. Les curieux, les sceptiques, les adorateurs et les traîtres, tous étaient venus. La lumière s'éteignit, une seule flamme s'alluma et Naeku entra, pieds nus. Le silence fut total. Elle s'arrêta au centre du podium, et sans musique, sans effet, elle prit un micro. « Je ne suis pas un modèle, je suis un message. » Les caméras se braquèrent. « Vous avez vu une vidéo, vous avez vu un montage, mais moi je vais vous montrer une vérité que personne ne peut truquer. » Elle enleva ses talons, posés en offrande, puis elle ferma les yeux, et chanta. Une berceuse Maasai. Ancienne, transmise de mère en fille, un chant sans traduction possible. Mais le monde en comprit le sens. Elle chantait pour les grands-mères, pour les femmes en colère, pour les enfants sans terre, pour l'amour sans masque, pour les ancêtres invisibles, pour elle-même. Des larmes coulaient dans la salle. Même Céleste, dans l'ombre, semblait pétrifiée, effacée. Et soudain, la pluie, véritable, venue du ciel de Zanzibar. Zuberi apparut alors, trempé, le regard incandescent. Il monta sur scène, sans micro, sans discours. Et devant le monde entier, il l'embrassa. Pas comme on clôt une histoire, mais comme on commence une légende. Le tonnerre gronda. Et ce soir-là, l'Afrique ne fut pas un motif exotique. Elle fut une voix, une déesse, une vérité nue sous la pluie. Naeku n'avait pas conquis le luxe, elle l'avait redéfini. Les roues de l'hydravion effleurèrent les eaux calmes du lac Natron, comme un baise-main discret à la terre ancestrale. Naeku regardait par le hublot, ses doigts serrés autour de ceux de Zuberi. À côté d'elle, son collier ancestral vibrait à peine, comme s'il pressentait le retour. Ils atterrirent non plus comme invités, mais comme semeurs. La vallée du Ngorongoro n'avait pas changé. Toujours cette terre ocre, ses troupeaux en liberté, ces chants lointains des bergers Maasai. Mais dans les regards des anciens venus les accueillir, quelque chose avait basculé. Respect, surprise. Et pour certains, peur. Naeku ne revint pas en reine. Elle revint en pont. Pendant plusieurs semaines, elle et Zuberi ne parlèrent ni de podium, ni de soi, ni de projecteur. Ils écoutèrent. Ils marchèrent. Ils dormaient dans les huttes, mangeaient la viande séchée, échangeaient avec les femmes tisseuses, les hommes bijoutiers, les jeunes guerriers désœuvrés. Et un nom émergea, glané dans une légende murmurée au bord d'un feu. Ankai, la déesse, la pluie, la mer, l'équilibre entre la force et la beauté.
Maison en caille, souffla Naeku un soir, en traçant un cercle dans la poussière. Ni maison de couture, ni maison de mode. Une maison d'héritage vivant. Ils construisirent un atelier au pied de la colline sacrée, utilisant du bois local, des tissus brus, des fibres naturelles. Chaque robe créée là serait une prière cousue main. Chaque pièce porterait une histoire. Les premières créations, des ceintures en perles racontant des mythes d'étoiles. Des capes en laine tissées selon la couleur des pluies. Des tuniques rouges comme la bravoure, brodées de symboles gravés dans les pierres volcaniques. Mais Naeku savait. Cela ne suffisait pas de faire beau. Alors, elle forma les jeunes filles. Elle leur apprit la posture, la voix, l'assurance. Elle créa un cercle d'artisanes libres, les filles d'Ankai. Et pour les garçons, Zuberi monta un studio d'art visuel pour qu'ils racontent eux-mêmes leur monde, caméra en main, loin des filtres du tourisme ou de l'exotisme. Un matin, une robe Enkai défila à Paris, portée par une jeune Maasai. Les flashs crépitèrent. Les journalistes cherchèrent Naeku. Mais elle était assise sous un figuier, un enfant sur les genoux, écoutant les chants de sa grand-mère. La vraie scène était là. Naeku n'était plus en quête. Elle était devenue le chemin, le feu et le retour. Naeku se tenait droite au centre du cercle sacré, là où les anciens réunissaient jadis les jeunes guerriers pour les marquer de feu. Aujourd'hui, c'était elle qu'on attendait. Non pas pour l'initier, mais pour l'élever. Autour d'elle, le village était réuni. Les anciens, drapés dans leurs choukas sombres. Les enfants, pieds nus, curieux. Les femmes tisseuses, debout, fières, tenant dans leurs mains les étoffes créées dans l'atelier Enkai. Chacun portait un fragment de ce que Naeku avait fait naître. Elle portait une robe tissée à la main, teinte avec les plantes de la savane, brodée de motifs anciens et modernes entremêlés. Sur sa tête, un turban noir, marqué d'un seul cercle doré, symbole de l'union entre passé et avenir. Olamayani, sa grand-mère, s'approcha lentement. Ses yeux vieux mais inébranlables rencontrèrent ceux de Naeku. Elle ne parla pas. Elle leva simplement un bâton orné de perles et le plaça au sol entre elles. La marche a été longue, et tu n'as pas ramené des bijoux. Tu as ramené notre nom, cousu dans un monde qui l'ignorait. Un murmure monta parmi les anciens. Une rumeur douce. Puis, sans prévenir, un chant s'éleva. Un chant de guerre. Mais ce n'était pas une guerre contre un ennemi. C'était une guerre pour quelque chose. Pour l'amour vrai, pour la mémoire, pour la beauté vécue et non exhibée. Le chant monta, porté par les voix des femmes. Naeku ferma les yeux. Elle sentit ses genoux pliés. Pas de fatigue, de gratitude. Elle tomba à genoux dans la poussière, et l'enfant qu'elle portait dans son ventre, car elle attendait déjà, donna un premier coup léger, comme pour saluer cette renaissance. Zuberi se tint à l'écart, discret, car ce moment n'était pas pour lui. C'était le moment d'une femme devenue symbole, d'un fil devenu étoffe, d'un feu devenu voix. Et Naeku, ce jour-là, ne fut pas célébrée parce qu'elle était partie, mais parce qu'elle était revenue avec plus que ce qu'elle avait emporté. Elle était le pont, elle était la promesse, elle était le futur vêtu de mémoire. Les mois passèrent, et ce qui avait commencé comme un simple éclat, une anomalie dans les cercles fermés de la haute couture, devint une onde de fond, un mouvement, une révolution tissée. Les pièces signées Maison Enkai commencèrent à apparaître sur des tapis rouges, non comme accessoires ethniques, mais comme manifestes silencieux. Chaque robe, chaque tunique, chaque cape racontait une légende. Celle de l'Afrique fière, enracinée, mais tournée vers le ciel. À Paris, une actrice oscarisée monta les marches vêtue d'une robe Enkai au motif Maasai ancien brodé de fils solaires. À Tokyo, un danseur contemporain ouvrit un festival en chouka rouge revisité. À Johannesburg, une exposition réunissant photos, sculptures et pièces Enkai attira des milliers de visiteurs. Et à Arusha, la première école d'art textile Maasai ouvrit ses portes, dirigée par d'anciennes élèves de Naeku. Mais Naeku, elle, ne cherchait plus la lumière. Elle vivait en bordure du Kral, dans une maison ronde construite en bois, verre et terre. Zuberi y avait aménagé un studio où il écrivait, peignait, capturait les visages des siens. Leur enfant, né un soir d'orage, portait un nom ancien, le Mayan, celui qui vient avec la bénédiction. Des journalistes vinrent, des chaînes voulurent un documentaire, des marques offrirent des millions. Naeku souriait doucement et refusait.
L'élixir qu'elle avait ramené du monde n'était pas à vendre, il était à partager. Lors d'une rare entrevue, elle dit simplement « Le luxe, ce n'est pas le tissu que tu portes, c'est la mémoire qu'il contient. L'amour, ce n'est pas l'histoire qu'on vous vend, c'est celle que vous osez écrire. » Et ce jour-là, une photo d'elle fit le tour du monde. Naeku, vêtue d'une simple robe blanche, tenant la main de Lemayan, les pieds dans la poussière, le visage tourné vers le soleil. Un journaliste titra « Quand les cœurs brillent plus que les diamants ». Le monde comprit enfin, elle n'avait pas conquis l'industrie, elle l'avait guérie. Car parfois, les contes de fées ne se terminent pas. Parfois, ils deviennent des racines éternelles. Et parfois, une femme Maasai en robe rouge et collier sacré devient l'élixir même dont le monde ignorait qu'il avait soif. Dis-nous, quelle scène t'a le plus marqué? Laisse un si tu veux que l'histoire continue. Ton commentaire peut inspirer la suite. Abonne-toi, like et partage. Ici, on raconte des histoires qui réveillent les ancêtres.